chance d'avoir aujourd'hui Laurent Berger pour une intervention. Bonjour à toutes et à tous, c'est bien, vous êtes chaud bouillant, je suis ravi de... C'est toujours plus facile d'arriver à la fin d'un congrès quand tout s'est bien passé. On est à peu près sûr que ce sera le cas jusqu'au bout. Merci Jérôme de l'invitation. C'est dégueulasse ça. D'ailleurs ça a été largement diffusé, j'ai déjà des échos de Saint-Nazaire, donc, mais tout ça se paiera, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc merci Jérôme, du coup j'enlève cette partie-là. De l'invitation, c'est la première fois, il m'a dit qu'un secrétaire général de la Confédération venait à un congrès de la F3C. Je suis ravi d'être là. Merci à toutes et tous pour l'accueil. Je suis ravi aussi d'avoir assisté à la soirée d'hier, à la fin de vos débats et à la soirée. On y sent une ambiance conviviale, fraternelle. On y sent franchement un vrai plaisir de se retrouver. Et sachez que ce plaisir, je l'ai partagé. Je suis très heureux d'être là avec vous. J'ai aussi une pensée pour Francis Magnoux. Francis, il nous a un peu tous façonnés, moi aussi, par des invitations, par ses interpellations. Et si tu es là, Francis, je te salue et je te dis mon amitié et ma fraternité avec toi, qui a tant fait pour la CFDT à tous les niveaux. Et en fait, mon intervention, j'ai d'abord envie de la commencer par un bravo. Bravo d'abord pour cet exploit d'avoir organisé et tenu un congrès en présentiel. Dans la période, et Sylvia l'a dit, ça n'a pas dû être simple, avec les contraintes pesantes, les aléas toujours planants. Vous avez tenu bon jusqu'au bout et dans le respect des précautions sanitaires indispensables. Sans doute pas totalement jusqu'à la fin de la soirée hier, mais on verra bien. Je reconnais bien là la ténacité et l'exigence de la F3C. Ça fait du bien, y compris pour moi, de voir autant de militants rassemblés et engagés vers un même objectif. Et ça booste. Le syndicalisme, c'est toujours construit dans les relations humaines et par le combat collectif. Et ces rassemblements militants, et ces congrès, ou les rencontres militantes que nous pouvons faire les uns et les autres, nous renforcent et nous portent. Et je vous le redis, je suis vraiment très très heureux d'être parmi vous depuis hier soir. Bravo ensuite, car je sais que vous faites tous un énorme boulot et que ce boulot paye. La preuve, les travailleurs nous ont renouvelé leur confiance et nous avons été confortés dans notre première place d'organisation syndicale dans le privé et donc d'organisation syndicale tout court. Cette première place, elle est collective. Elle est le résultat de tout notre travail de proximité, de notre écoute des travailleurs, de toutes nos actions au quotidien, de tous nos combats menés à bas bruit, dans les entreprises et sur les territoires, de nos efforts de coordination entre nous pour être plus efficaces. Grosso modo, nos actions, elles correspondent aux attentes des travailleurs et à leurs préoccupations. Bien sûr, au global, ces résultats, sauf dans votre champ, sont aussi modérés par des chiffres de participation décevants, qui doivent nous inquiéter. Les ordonnances qui ont éloigné les travailleurs des IRP ont leur part de responsabilité. Mais plus généralement, il faut qu'on se le dise, l'abstention est un phénomène commun à toutes les élections. Et ce n'est pas un bon signe pour la démocratie, et cela doit nous questionner jusqu'à nous faire réinterroger notre lien aux travailleurs et notre proximité avec eux. Mais, une fois ce passage un peu plus refroidissant dit, nous avons surtout de quoi nous féliciter. La CFDT progresse en pourcentage et creuse encore l'écart avec les CGT qui, elles, continuent sa descente. Dans vos secteurs, c'est plus 1,57 points de plus. C'est vrai que dans ces élections, la F3C a cartonné, en se payant même le luxe de progresser en nombre de voix, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, pour l'ensemble de l'organisation. Donc encore bravo à toutes et à tous. Chez les cadres, nous maintenons notre organisation, mais sachons-le, il y a une autre organisation dans ce champ des cadres qui nous grignote petit à petit et nous aurons sans doute à nous réinterroger sur notre politique en direction des cadres pour la rendre encore plus performante. Nous devenons premiers dans des secteurs extrêmement importants, le sport, où nous progressons aussi chez les journalistes pour devenir deuxième. Bravo à vous.
Mais nous devenons aussi premiers dans des branches comme la métallurgie, les services de l'automobile, le caoutchouc, les aides à domicile, les services à la personne, signe que nous devenons et que nous sommes une organisation qui sommes présents auprès de tous les travailleurs. Ces travailleurs qui, parfois, ont été qualifiés de deuxième ligne, je pense aux travailleurs des services à la personne, de l'aide à domicile, mais qui finalement sont juste des travailleurs à qui nous devons une implication sans faille et qui nous leur rendent à travers cette confiance qu'ils nous ont accordée. Et ces résultats, nous sommes allés les chercher entreprise par entreprise. Et je sais que la période n'a pas été facile. Et quand je parle de la période, je ne parle pas simplement de la crise sanitaire. On en a parfois bavé, on en bave encore parfois, mais les résultats sont là. Et donc, appuyons-nous sur cette victoire pour encore progresser et aller chercher de nouvelles avancées. Ma crainte, je vous le dis, ce serait une organisation qui finalement joue l'autosatisfaction sans jamais se réinterroger sur ce qu'elle doit faire de supplémentaire en direction des travailleurs. La confiance de ceux-ci nous encourage et nous oblige à tenir notre syndicalisme, à le renforcer encore pour faire plus et mieux. Notre syndicalisme, c'est celui qui obtient des résultats, qui gère les urgences au quotidien tout en construisant un avenir meilleur. Et c'est cette capacité qu'a la CFDT de tenir ces deux bouts de la ficelle, le concret vécu au quotidien par les travailleurs et la vision d'un avenir différent, d'un autre modèle de développement, qui fait que nous avons particulièrement tenu pendant cette période. En effet, nous avons su, malgré la distance, malgré les aléas des visios, être aux côtés des travailleurs, les écouter, comprendre leur situation, aussi diverse soit-elle, et leur proposer des solutions très concrètes. Il faut que nous continuions sur ce travail-là. Il faut continuer car la période qui s'ouvre va encore être extrêmement compliquée. Beaucoup de travailleurs s'inquiètent et auront de quoi de s'inquiéter de la préservation de leur emploi. Dans les secteurs à l'arrêt, ou qui ont été à l'arrêt tout particulièrement, vous connaissez cette situation, vous gérez l'événementiel, la culture, mais dans aussi des secteurs qui ont continué à fonctionner. Et si les aides de l'État et les accords que nous sommes allés chercher, notamment en termes d'activité partielle longue durée, ou si les avancées en termes de protection sociale que nous sommes allés chercher doivent perdurer, eh bien, nous savons que ça a une limite. Jusqu'alors, les aides publiques ont limité les suppressions d'emplois. Mais la levée des aides publiques est un moment extrêmement sensible, qui devra être regardé avec minutie et particulièrement par les équipes syndicales dans les entreprises. Et la CFDT milite donc pour un arrêt progressif de ces aides et adapté à chaque secteur, mais elle milite aussi pour que ces aides soient conditionnées. Conditionnées à des emplois de bonne qualité, conditionnées à des embauches, conditionnées à des conditions de travail qui s'améliorent, conditionnées à l'inscription des entreprises et des secteurs professionnels dans les transitions en cours et notamment la transition écologique. D'autres travailleurs ont pâti et continueront de pâtir du bouleversement de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on a un moment quasi inédit, une opportunité quasi inédite de remettre l'organisation du travail au cœur de nos préoccupations. Je le dis parce que vous le savez très bien comme militant, l'organisation du travail, c'est ce que le patronat ne veut jamais négocier. C'est ce qu'il garde jalousement en lui, en considérant que tant qu'il maîtrisera l'organisation du travail, il maîtrisera un avantage. Eh bien, il faut que nous investissions dans les semaines et les mois qui viennent, notamment au moment de la rentrée, la question de l'organisation du travail beaucoup plus fortement que nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Ça intégrera évidemment des dimensions autour du télétravail. Dans le privé, nous avons signé un accord avec le patronat qui est en fait un accord télétravail cadre. Il ne demande qu'à être décliné dans les branches et dans les entreprises. Partout où le télétravail se mettra en place sans accord, sans négociation, il ne faut pas se faire d'illusions, les travailleurs en paieront le prix. Et donc, nous devrons à la fois dénoncer et pointer du doigt les entreprises qui abuseraient du télétravail massif sans se préoccuper de la situation des travailleurs, et celles qui voudraient ne pas considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère en termes d'organisation du travail. Et donc, c'est par la négociation, parfois par la voie juridique lorsqu'ils ne veulent pas négocier. C'est par l'intermédiaire des dénonciations, y compris dans la presse, et vous en êtes friand, Jérôme m'alimente à peu près 3 fois par jour de ce qu'il faudrait que je dise dans la presse, que nous utiliserons, si besoin, tous nos leviers d'action pour tenir le rapport de force. Mais ce rapport de force sur l'organisation du travail, il est extrêmement important. Et il est important dans le privé comme dans le public, puisqu'y compris un accord de méthode a été signé dans les fonctions publiques, et avec les fédérations et l'UFA, nous devons maintenant maintenir la pression pour que cet accord soit transcrit dans les différentes administrations. Des travailleurs, ils vont aussi attendre une revalorisation, une reconnaissance qui leur avait été promise, et je parle là notamment de ces travailleurs qu'on a qualifiés improprement de travailleurs de deuxième ligne. Ça a commencé. La CFDT n'est pas restée inerte.
Avec le Ségur de la santé, nous avons obtenu des avancées pour les personnels soignants. Et nous obtenons petit à petit son extension aux professionnels non concernés par ce premier accord. Comme dit Ève Rescanière, la secrétaire générale de la Fédération Santé, dans le dernier édito de leur journal, c'est brique par brique que nous construisons cette reconnaissance des professionnels de la santé. Ça prend du temps. Nous ne sommes pas totalement encore satisfaits, mais ça avance. Et un syndicalisme qui refuserait de regarder en face le fait qu'il ait obtenu des revalorisations salariales qui vont jusqu'à 10% d'augmentation de salaire serait un syndicalisme qui se tirerait une balle dans le pied. Dans les fonctions publiques, nous avons aussi commencé à obtenir des avancées, avec une prise en charge de la complémentaire santé par l'employeur. Je sais ce que vous allez m'objectiver. C'est trop tard, c'est trop lent, ça va prendre du temps. Malheureusement, oui, sans doute. Mais sachez-le, c'est une revendication de longue date de la CFDT et c'est quelque chose qui va s'ancrer et qui sera un gain extrêmement considérable pour les agents publics. On a aussi obtenu une revalorisation importante pour les aides à domicile, une augmentation de salaire de 13 à 15% dès le 1er octobre prochain. C'était aussi là une revendication CFDT de longue date. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit ça? En plus, ça ne concerne pas forcément nos champs professionnels. Je vous le dis parce que toute la CFDT est totalement mobilisée pour aller chercher de nouveaux droits, pour défendre les travailleurs. Je vais vous dire ce qu'est notre manque. Ce qu'est notre manque, c'est que nous ne faisons pas connaître ce que nous faisons. Ce qui est notre manque, c'est lorsque nous obtenons, par la défense individuelle ou par l'action collective, des avancées pour les travailleurs, qu'elles soient des avancées parce qu'on a contré des velléités patronales négatives ou que ce soit par l'obtention de nouveaux droits, nous ne le faisons pas connaître. Et si nous ne le faisons pas connaître, qui le fait connaître? Eh bien, ceux qui font croire qu'ils l'ont décidé tout seuls, l'État ou le patronat. Et là, tant qu'on développera un type de syndicalisme qui obtient des résultats, mais qui est toujours un peu réticent à le faire connaître, ces résultats, eh bien, on aura du mal à faire la démonstration de notre utilité. Et notre utilité, c'est évidemment absolument central dans cette période d'en faire la démonstration. Cette crise, elle a aussi démontré un effet psychologique. Nous l'avions pointé dès mars 2020. Nous n'avions pas été écoutés par le gouvernement qui ne voulait pas regarder les impacts psychologiques, sociétaux de cette crise. Aujourd'hui, on est en plein dedans. La CFDT, du coup, a pris ses responsabilités. Nous avons nous-mêmes créé un comité d'experts en sciences sociales qui, à partir de septembre, fera un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, c'est par exemple l'abandon ou le quasi-abandon des politiques de santé mentale dans notre pays qui peuvent avoir de graves conséquences. On sait qu'aujourd'hui, un nombre important d'adultes, mais aussi de jeunes, d'enfants, ne peuvent pas avoir les rendez-vous qui leur seraient nécessaires pour les accompagner dans cette épreuve qu'ils ont traversée. Et nous devrons en tenir compte, y compris dans les entreprises, pour négocier des prises en charge pour les travailleurs des conséquences psychologiques de cette épreuve. Dans cette période, nous devrons aussi avoir une attention toute particulière pour les jeunes. Et pas une attention verbale, une attention concrète. Je le dis parce que c'est facile de mettre un slogan en disant maintenant priorité à la jeunesse. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on obtienne des droits concrets pour eux. Ils paient un lourd tribut aujourd'hui. Ils pourraient continuer de le payer. Ce lourd tribut, vous le connaissez, c'est une entrave à leur vie, quelle qu'elle soit, quelles que soient les dimensions de cette vie, une difficulté à s'insérer professionnellement, une perte de confiance dans l'avenir et parfois dans la société, avec, disons-le, une propension à écouter parfois, pas pour tout le monde évidemment, pas pour tous les jeunes, mais ce qui peut circuler, qui va du complotisme à l'extrémisme, en se disant que finalement, comme on ne leur accorde pas franchement une place, peut-être qu'il faut foutre tout ça en l'air. Nous revendiquons un grand plan d'investissement et de solidarité à destination de la jeunesse. Nous avons même donné fait des propositions pour le financer. Ça veut dire une allocation pour les jeunes qui sont sans ressources en dessous de 25 ans, à travers la garantie jeune universelle ou le RSA jeune. Ça veut dire des accès aux loisirs et à la culture, au sport. Ça veut dire des aides à l'insertion professionnelle renforcées, notamment dans les métiers qui favorisent les transitions écologiques et numériques. Voilà quelques exemples de ce que nous revendiquons pour la jeunesse. Et notre organisation, elle a intérêt de s'adresser davantage aux jeunes, dans les entreprises, dans les lieux de travail, mais aussi en dehors, parce que je crois que nous avons des choses à leur proposer. Alors voilà quelques exemples, et il y en a bien d'autres, qui sont illustrants de ce qu'est notre action aujourd'hui dans cette période. Et ceux qui s'interrogeraient sur est-ce que les organisations syndicales sont bien présentes, ont bien été là pendant cette crise sanitaire, ou pendant ces dernières années qui ont été extrêmement mouvementées,
eh bien, elles ont été là. Elles ont été là pour obtenir, revendiquer des avancées concrètes pour les travailleurs. Mais la CFDT, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas simplement, et c'est déjà important, à la préoccupation quotidienne et concrète des travailleurs. La CFDT, elle a une vision. Elle essaye d'avoir une vision sur un autre modèle de développement. Et sur le plan plus global, sur ce plan-là, nous n'avons cessé de porter nos propositions pour un modèle de développement plus juste et plus écologique. Et aujourd'hui, nous sommes à ce moment de sortie de crise sanitaire qui devrait nous permettre, si nous sommes suffisamment forts, de cranter quelques avancées. Par exemple, nous revendiquons l'utilisation de nouveaux indicateurs de richesse. Ce n'est pas possible que nos sociétés repartent en ayant comme seule préoccupation, d'un côté, le niveau de croissance à travers l'indicateur du PIB et de l'autre côté, le regard sur le seul endettement public. Je ne dis pas que ces deux éléments ne sont pas importants, mais la question de l'éducation, de la santé, de la biodiversité, la question de la pauvreté doivent être mesurées avec la même acuité et doivent permettre de guider l'action publique et l'action collective au-delà du seul développement économique, même si, encore une fois, il est extrêmement important. Nous continuons de revendiquer aussi un plus juste partage des richesses. Dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Dans l'entreprise, c'est le partage de la richesse créée, le partage de la valeur ajoutée. En dehors de l'entreprise, c'est la question de la fiscalité. J'y reviendrai. Nous devons aussi revendiquer un partage du pouvoir dans les entreprises. Pendant cette période, les représentants du personnel ont fait leur job. Les travailleurs ont été à la hauteur. Ça n'est fini de modèle autocratique dans les entreprises où seuls les représentants du capital prennent le pas sur les représentants du travail. Et donc nous aurons à aller beaucoup plus loin que là où nous sommes aujourd'hui pour revendiquer et obtenir une place plus grande des travailleurs dans l'entreprise et dans les choix qui les concernent. Nous portons aussi évidemment des propositions, vous les connaissez, pour faire évoluer nos modèles productifs, tout en accompagnant les travailleurs dans ces transitions. La transition écologique, c'est à la fois une nécessité, une obligation, et c'est aussi une formidable opportunité. Mais il faut, parce que nous sommes syndicalistes et parce que nous voulons porter cette transition écologique, que nous soyons extrêmement clairs avec les travailleurs. Quand on s'engage comme militant syndical, on s'engage en général, si on veut résumer ça, pour que le social, pour que la situation des travailleurs ne soit pas le sous-produit de l'économie, des choix économiques. Eh bien demain, le social, la vie des travailleurs, ne doit pas être le sous-produit de l'écologie. Et pour cela, nous avons besoin à la fois de porter de fortes revendications et de fortes propositions sur la transition écologique. Il y a besoin d'un choix radical en termes de transformation écologique, mais il y a besoin qu'au même niveau soit traitée la question des inégalités, la question de la justice sociale et de la situation concrète des travailleurs. Je peux vous dire, comme président de la Confédération européenne des syndicats, qu'aller parler de la transition écologique en Silésie, en Pologne, où l'économie est plus que carbonée, eh bien, si vous n'êtes pas capable de porter des propositions extrêmement concrètes sur ce que ça veut dire pour les travailleurs et l'accompagnement des travailleurs, vous n'avez aucune chance de faire adhérer les travailleurs à cette ambition-là. Et donc, nous devons porter ça de la même manière. C'est ce que vous faites avec les passerelles vertes. Il faut évidemment allier du discours avec des actes concrets. C'est ce que nous allons faire dans les semaines à venir avec la Fédération de la métallurgie pour montrer comment l'évolution du secteur automobile peut se faire sur un mode écologique. Nous revendiquons aussi, vous le savez, une fiscalité plus juste et plus redistributive. Nous avons besoin de nous réinterroger sur la participation de tous au bien commun que sont notre modèle de protection sociale et nos services publics. Ces deux dimensions, protection sociale et services publics, ont été à la hauteur, ont été de formidables filets de sécurité pendant cette crise et continuent d'être au travail. Mais ils ont besoin de financement. Et nous ne devrons pas, dans les semaines à venir, céder aux sirènes de ceux qui diraient « c'est bien, mais maintenant, il faut regarder comment on baisse les dépenses ». Sans doute qu'évidemment, par rapport au niveau de dépenses depuis 18 mois, il y a besoin de baisser les dépenses publiques, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faudra aussi qu'on regarde le financement de ces modèles. Et le financement de ces modèles, c'est une contribution en justice de chacun et chacune, et parmi ceux-là, de l'ensemble des revenus. Et l'ensemble des revenus, c'est évidemment nos contributions aux uns et aux autres, à travers nos cotisations, à travers nos impôts, mais c'est aussi la contribution des plus riches, c'est aussi la contribution du capital, c'est aussi la capacité à développer une taxation des entreprises beaucoup plus forte. On a une avancée, même si c'est 15%, avec la taxation des multinationales depuis le G7 du week-end dernier. C'était une revendication du mouvement syndical international. Nous devrons nous ancrer là-dessus pour qu'au niveau européen, on passe la vitesse supérieure. Et donc cette crise éprouvante
ne nous a pas fait dévier de notre objectif de transformation sociale. Et cet objectif de transformation sociale, nous ne le portons pas seuls. Nous ne le portons pas seuls parce que nous sommes aujourd'hui 65 organisations dans le pacte du pouvoir de vivre. Très franchement, et nous avons une réunion dans 10 jours, ce n'est pas totalement simple de driver, parce que c'est quand même beaucoup la CFDT qui le fait, avec d'autres, mais beaucoup la CFDT, de driver un collectif. Ce n'est pas totalement simple parce qu'il faut décliner des choses extrêmement concrètes dans les territoires. Il y a une trentaine aujourd'hui de collectifs territoriaux du pacte du pouvoir de vivre. Et je crois que c'est une voie importante pour le syndicalisme de nouer de nouvelles alliances. Alors ça fight, ça discute, ça confronte, parce qu'on n'a pas tous le même angle d'attaque, mais je crois que c'est une idée extrêmement riche qu'a eu la CFDT de développer ce pacte du pouvoir de vivre, et qu'on doit faire en sorte que ces nouvelles alliances, avec des acteurs du monde de l'écologie, du monde de lutte contre la pauvreté, de la mutualité, de l'économie populaire, de l'éducation populaire, pardon, de l'économie sociale, eh bien, nous devons poursuivre ce travail extrêmement important. Mais cet objectif de transformation, nous ne le portons pas seul non plus au niveau européen. La Confédération européenne des syndicats, et je ne vais pas développer ce point parce que je ne veux pas être trop long, elle est engagée pleinement dans cet objectif de transformation sociale au niveau européen. Et je crois que nous devons, à la CFDT, recultiver, parce qu'on a un peu baissé d'intensité là-dessus, recultiver le débat sur le niveau européen, recultiver le questionnement sur le niveau européen, se redemander où sont les leviers de transformation, y compris au niveau européen. Et il y en a beaucoup, si vous le souhaitez, on pourra y revenir dans le débat. Donc, la CFDT n'a pas baissé d'un iota sur son ambition. Franchement, ce n'a pas été totalement simple dans ces 18 derniers mois. Ce n'a pas été totalement simple avant. On a eu l'épisode des retraites, on a eu évidemment l'épisode des Gilets jaunes. Et donc, on n'a pas vécu des années totalement tranquilles, mais nous n'avons pas baissé sur cette ambition de transformation sociale. Mais cette ambition, nous la porterons d'autant plus facilement que notre organisation se renforcera. Et une organisation qui se renforce et qui est forte, c'est quoi? C'est une organisation capable de regarder la réalité en face, de réfléchir, de faire des propositions qui correspondent à ce que vivent les salariés et qui ne fait pas fi du réel. C'est pas, les travailleurs, ils n'attendent pas des organisations syndicales qui leur racontent un conte de fées. Ils savent très bien, les travailleurs, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Ils attendent des organisations syndicales qu'elles soient capables de partir de ces réalités pour leur apporter des perspectives et des solutions concrètes. Une organisation qui est forte, c'est une organisation qui fait donc de la proximité, du lien aux travailleurs son matériau principal. Une organisation qui est forte, c'est une organisation qui s'engage dans des concertations, même quand c'est difficile, même quand on sait qu'il va falloir se battre, même quand on sait que nos interlocuteurs, qu'ils soient patronaux ou gouvernementaux, on n'aurait qu'une envie, c'est de les fuir, tellement parfois leur attitude nous débecte. Mais notre responsabilité comme responsable de l'organisation, comme militants syndicaux, c'est d'aller au contact, c'est d'aller au combat. Et c'est d'entrer dans cette confrontation qui parfois s'appelle la concertation, qui parfois s'appelle la négociation, parfois qui s'exerce par d'autres éléments du rapport de force, mais c'est d'aller au contact. Le monde n'est pas idéal et n'est pas aux couleurs CFDT. Il va falloir qu'on en prenne conscience. Et pour ça, ça veut dire qu'il ne faut pas reculer au premier obstacle, qu'il faut persister. Une organisation forte, c'est une organisation qui ne fonctionne pas couloir par couloir. Il n'y a pas d'un côté une fédération, puis de l'autre une union régionale, puis de l'autre la confédération, puis de l'autre les syndicats. Il va falloir qu'on construise encore un peu plus, même si on a beaucoup progressé sur ce sujet-là, une organisation capable de davantage coopérer, d'opérer dans la transversalité. Et je vous le dis, pas par souci d'anciens responsables d'union régionale, on a besoin de marcher sur nos deux jambes, le professionnel et l'interprofessionnel. Il n'y a pas d'avenir pour le syndicalisme simplement dans les territoires, comme il n'y a pas d'avenir pour le syndicalisme simplement dans les secteurs professionnels. C'est ensemble que nous devons avancer dans une logique de coopération et d'entraide mutuelle. J'y tiens particulièrement pour une raison simple, c'est que je crois qu'un travailleur et une travailleuse, si on veut être proche d'eux et d'elle, eh bien, tout simplement, ça ne se passera pas que à partir d'identité professionnelle, ça se passera aussi à partir de présence territoriale. Et c'est de cela dont on aura besoin si on veut renforcer la CFDT. Une organisation forte, c'est une organisation qui est tous les jours au soutien de ses militants. On a développé l'ARC, l'accompagnement ressources conseil. Il doit encore monter en puissance. Et pour ça, nous avons aussi besoin de mutualiser nos énergies pour faciliter la vie des militants et leur dégager du temps.
Et bien sûr, une organisation forte, c'est une organisation plus nombreuse. Les enquêtes d'opinion dans cette période montrent toutes que la confiance dans les syndicats a remonté. Et donc, c'est le moment. C'est le moment d'aller vers les travailleurs pour leur proposer notre aide, pour se faire entendre, mais aussi pour leur proposer de s'engager avec nous, d'adhérer, de prendre leur part, de nous bousculer parfois parce qu'ils ne seront pas exactement comme nous pensons qu'ils seront, mais de proposer beaucoup plus massivement aux travailleurs de nous rejoindre. Alors oui, c'est vrai, la période que nous traversons nous met à rude épreuve collectivement, et elle nous met à rude épreuve massivement, d'une certaine manière. Nous avons parfois un peu les uns ou les autres, et ce n'est pas normal, un peu vacillé, où nous sommes probablement demandé comment nous allions tenir. Et je crois que ce qui fait tenir dans ces moments-là, c'est extrêmement simple. Ce qui fait tenir et ce qui parfois nous illustre dans le paysage, plus largement que le syndicalisme, ce sont nos valeurs. Cette capacité à ne jamais dévier de ce qu'est notre socle. La justice sociale et l'émancipation individuelle et collective des travailleurs. L'égalité avec la lutte contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. La démocratie qui nous permet de débattre, de construire, de confronter, et donc de tenir sur la longueur. Je le dis parce que les périodes qui s'ouvrent ne seront pas totalement simples. Et que quand on a l'impression qu'on navigue dans un océan déchaîné, il faut toujours se raccrocher à ce qui fait nos fondements. Et nos fondements, ce sont nos valeurs. Et cette question, par exemple, de la démocratie, eh bien, elle va beaucoup nous animer dans les mois et les semaines qui arrivent. D'abord, elle va nous animer en interne. On doit préparer notre congrès confédéral. Ça sera un moment, là aussi, de débat. Et vous savez que c'est un moment important pour savoir si on a bien fait, mais aussi pour savoir ce qu'on doit faire et continuer ensemble. Et donc, la participation des syndicats sera extrêmement importante, et à travers eux, la participation des adhérents et des militants. Mais c'est vrai aussi que ces prochains mois et 2022 seront marqués par de grandes échéances électorales, les régionales et départementales en cours, et la campagne présidentielle qui semble évidemment déjà avoir commencé. Et dans cette période-là, nous ne devrons pas dévier. Nous devrons renforcer notre capacité à porter des propositions, à analyser ce qui est en train de se passer. Nous devrons aussi être en capacité de mener des débats sur des sujets qui intéressent vraiment les travailleurs, sans que les thèmes soient imposés par d'autres, sans que les thèmes soient happés par les questions dictées par le Rassemblement national. Je m'arrête 30 secondes là-dessus parce que la menace est réelle. La menace du Rassemblement national est réelle dans notre pays aujourd'hui. Face à ça, la CFDT s'est toujours montrée très claire et continuera de le faire. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le socle de nos valeurs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui faire barrage. Et notre question à nous aujourd'hui, elle n'est pas de savoir comment il faudra se positionner entre les deux tours, etc. Notre question à nous aujourd'hui, elle est d'être proactif pour que le Rassemblement n'accède pas au pouvoir, ni même au second tour, et donc de porter les débats qui font sens pour les travailleurs, les débats économiques, les débats sociaux, sociétaux, écologiques, en rappelant régulièrement pourquoi le Rassemblement est incompatible avec nos valeurs, mais surtout en se positionnant avec des propositions constructives qui donnent envie aux travailleurs, en montrant qu'une alternative au repli sur soi est possible, une alternative qui vaille la peine de se mobiliser. Non pas pour soutenir tel ou tel, évidemment, nous ne rentrerons plus jamais dans ce type de considération, mais simplement pour montrer que la société civile, à travers la CFDT, mais aussi avec le pacte du pouvoir de vivre, qui en septembre prochain sortira un certain nombre de propositions, est capable de porter une vision pour la société, pour le monde du travail, et est capable de proposer des voies d'amélioration. Après, il sera de la responsabilité de ceux qui concourent de s'en saisir ou pas, mais je crois que nous devrons être à ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous exigeant, casse-gueule, on ne va pas se raconter d'histoire, mais sur lequel nous ne faillirons pas et nous ne déromperons pas pour ne pas laisser la voie à d'autres. Enfin, 2022 sera aussi l'année des élections dans les fonctions publiques. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans cette salle. Il faudra que vous fassiez aussi bien que vos petits camarades du privé. C'est un vrai challenge. On va vous regarder de près, et on va le faire avec vous d'ailleurs, parce qu'il en va de notre renforcement dans notre première place globale. La balle le terrain est difficile, on ne va pas se le raconter. Le type de syndicalisme dans les fonctions publiques est parfois plus difficilement compatible avec notre pratique syndicale qui laisse de la place à la négociation et à l'engagement. Mais je suis confiant sur le fait que nous arrivions fin 2022 à de bons résultats aux élections fonctions publiques. Alors en conclusion, parce que j'ai déjà été trop long, oui, la période, elle est compliquée pour les travailleurs. D'abord, elle est compliquée pour les citoyens. Elle n'est pas totalement noire. On en parlait tout à l'heure ce matin en revenant
de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il ne faut pas non plus, on n'attend pas des syndicalistes qui noircissent le tableau en permanence. Je peux vous dire, en tant que président de la Confédération européenne des syndicats, que j'ai plein de critiques sur le modèle français, le modèle social et les relations sociales et la situation des travailleurs en France, évidemment, comme chacun et chacune d'entre vous. Mais enfin, ça objective un peu aussi ce sentiment qu'il faudrait faire du syndicalisme en expliquant que tout va mal. Non, on n'a pas besoin d'expliquer que tout va mal. D'abord, si tout allait mal, ça veut dire qu'on ne ferait pas bien notre boulot. Donc s'il y a des choses qui vont bien, c'est aussi parce qu'on fait notre job. Mais c'est vrai que la situation va être compliquée dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et il faut se réjouir que la CFDT tienne le choc. La CFDT tient le choc, et mieux que ça, la CFDT obtient des avancées pour les travailleurs. Alors, ne lâchons rien, appuyons-nous sur une CFDT organisée, solidaire en interne. Solidaire, ça va jusqu'à ne pas développer des conflits inutiles en interne. Et c'est un message que je transmets à toute l'organisation. Je suis un peu effaré parfois de notre capacité à nous chipouiller sur des conneries. Et donc, je crois qu'il faut qu'on se réjouisse qu'on ait été là, se réjouir qu'on a des objectifs, et vous en êtes fixés dans votre champ pour les prochaines années, mais aussi se réjouir de se dire qu'on peut avoir ce débat entre nous pour se demander comment on peut faire toujours mieux. Et pour ça, il faut s'appuyer sur nos résultats. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas possible qu'on obtienne des avancées pour les travailleurs et que ces travailleurs ne sachent pas que c'est grâce à nous qu'ils les ont obtenus. La question de la valorisation est extrêmement importante. Le fait de s'appuyer sur la confiance que nous font les travailleurs est extrêmement important, notamment pour leur proposer l'adhésion. Nous ne devons pas faillir sur cet objectif et nous devons même le relever au rang de priorité numéro 1. Parce que, tout simplement, les bouleversements que nous avons traversés, mais qui sont encore en cours, vont encore augmenter le besoin de syndicalisme. Et parmi le besoin de syndicalisme dans notre pays, le besoin de syndicalisme CFDT est de plus en plus fort. Donc je crois que c'est ce défi-là que nous devons relever. Je crois que la F3C s'est mise en situation durant cette semaine de le faire avec ce très bon congrès. Alors bravo encore une fois à toutes et à tous et merci.